Bonjour Gianmarco Mancellato. Bonjour. Vous êtes le CEO de Deloitte France et Afrique francophone. Merci d'être avec nous à Marseille. Avec plaisir, il fait nettement meilleur qu'à Paris, donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous. À quelques heures de l'arrivée de la flamme, et puis en fin de journée, nous aurons de cet après-midi un échange avec la prix Nobel 2022, Alexandra Matviičuk. Mais tous les deux, on va d'abord parler d'industrie. Alors c'est vrai qu'on l'a abordé, on va dire, en filigrane depuis ce matin, mais le mot n'a pas tout à fait vraiment été prononcé. Et pourtant, l'industrie, c'est aussi un pilier de développement du continent africain et qu'il y a des choses à faire avec le continent européen. Peut-être un peu comme on avait évoqué la transition énergétique en début de journée, le potentiel aujourd'hui de l'industrie en Afrique, quel est-il? Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Mais déjà, quel est le potentiel aujourd'hui de l'Afrique? Alors, sur le plan industriel, c'est une question qui est complexe. Alors, c'est vrai que nous, on est privilégiés parce que, un mot, ce qu'on ne sait pas forcément, mais Deloitte est le plus ancien acteur d'Afrique francophone et de loin le leader de services professionnels en Afrique francophone. Donc, on a vu l'évolution de ce continent et on en voit le futur. Ce qu'il faut comprendre, et la première donnée que tout le monde oublie, c'est l'immensité du continent africain. On peut rentrer en Afrique, les États-Unis, tout le continent américain, la Chine, l'Europe, il reste de la place. Donc on parle de l'industrialisation d'un continent d'une taille absolument inégalée dans l'histoire de l'économie. Et ça, il faut le saisir parce que ça complexifie tout. Et à partir de là, les défis, parce qu'on a constaté quand même depuis 10 ans une baisse de l'industrialisation de l'Afrique. Le taux d'industrie en Afrique a baissé depuis 10 ans. Pourquoi ? Il y a les défis d'accès aux infrastructures. Les infrastructures africaines, vu l'immensité du territoire, ne sont pas encore à un niveau pour permettre une industrialisation rapide du continent. De mémoire, la moitié des Africains n'ont pas accès à l'eau potable. La moitié des Africains n'ont pas d'études secondaires aujourd'hui. Donc on est sur des sujets. Et l'industrie a besoin de ça. Absolument. Donc il y a ce défi. Il y a des atouts qui sont en revanche absolument phénoménaux. Et que si on est patient et qu'on se projette à 2050, il est évident que l'Afrique sera une partie prenante essentielle de l'industrie du futur. Pourquoi ? La démographie. En 2050, la moitié des jeunes sera en Afrique. La moitié. On reviendra d'ailleurs peut-être sur le volet formation, du coup. Et donc il y a un volet formation qui est important. La capacité à se nourrir. Plus d'un tiers, dans 60% des terres arables non cultivées, sont en Afrique. On n'a pas d'industrie, sans nourriture, sans agriculture. Et enfin, un marché qui est en fait très important, parce qu'il y a un coût aujourd'hui, la consommation des ménages africains, c'est un peu plus de 2 trillions, 2000 milliards. C'est un tiers de la Chine. Or, l'Afrique ne récolte pas un tiers des investissements que la Chine récolte. Loin s'en faut. Donc, le marché, il est là. Les infrastructures ne sont pas encore là, mais on va y revenir. Ce n'est pas forcément un problème, parce que l'Afrique va s'industrialiser, non pas comme l'Europe, mais va le faire directement à l'ère numérique. Ça, je pense qu'on va y revenir. On va y revenir, effectivement. Mais ça, c'est une vraie question qui sous-tend un petit peu tous les sujets, même ceux qu'on a évoqués ce matin. En 2019, il y a eu la création de l'SDCAF, donc la zone de libre-échange, justement, pour permettre à certains pays d'avoir cette vision commune. Est-ce que ça, c'est, on va dire, un véritable outil qui permet d'aller plus vite sur le terrain, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose qui donne une impulsion qui vient d'en haut ? Pour moi, c'est une initiative historique pour l'Afrique. Déjà, nous, on l'a vu parce que ça nous a simplifié la vie au sein de Deloitte, et pour nos clients aussi. Mais dans l'histoire économique, le libre-échange a toujours précédé l'industrialisation. C'est une condition sine qua non. L'Europe n'aurait pas connu sa révolution industrielle sans le libre-échange de la Renaissance. La Chine, il est évident que le grand gain de la Chine, c'est quand elle est rentrée dans l'OMC et qu'elle a bénéficié du développement mondial. Le fait que l'Afrique, dans sa région aujourd'hui, fasse un libre-échange, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a un biais. Elle commerce beaucoup plus avec les autres régions qu'avec elle-même. C'est même paradoxal quand on voit la taille du continent. Donc ces zones d'échange, s'il crée effectivement une consommation intérieure plus forte, ça va créer un effet de masse qui va développer de la richesse économique. Ça va aussi faire baisser significativement la pauvreté. Le libre-échange fait toujours baisser la pauvreté, quoi qu'en disent les politiques de tous les continents. Ça fera un essor pour les PME. Donc, c'est pas facile, parce que ça a été signé par les 54 pays. Il faut encore le mettre en place. On est encore en train de réfléchir aux règles douanières, aux règles d'origine, comment on va sourcer, comment on s'assure que le produit il vient bien de la zone africaine et pas passer par ailleurs. Donc, on est encore en train de négocier les points de technique de détail.
Pour autant, le fait d'avoir signé cet accord est absolument fondamental pour l'Afrique et est une étape clé pour son développement économique. Il faut bien que vous utiliser Comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est mieux. On a à peine évoqué justement, vous le disiez, il y a une grande jeunesse. On donnait un chiffre ce matin. La jeunesse, la plupart de la jeunesse est des jeunes de moins de 20 ans, donc on peut imaginer, et c'est justement peut-être le meilleur moment pour former. En gros, quels sont les défis? La formation, le financement, c'est ça les deux plus gros défis auxquels est confrontée l'industrialisation en Afrique? Ces défis, c'est aussi des avantages pour une partie du continent. Il est clair que la partie Afrique du Nord, Maroc et Tunisie, on l'avance sur la partie formation. Je veux dire un chiffre qui me rend très impopulaire en France, mais aujourd'hui, le niveau en mathématiques en terminale au Maroc est l'équivalent du niveau mathématique en maths sup en France. Terminale, prépa scientifique. Donc aujourd'hui, il est évident que l'Europe et le monde va avoir besoin des talents scientifiques. Avec ça commence avec l'Afrique du Nord, ça va s'étendre en Afrique centrale, de l'Ouest. D'abord parce qu'il y a la base démographique, et puis il y a la capacité à apprendre. C'est pas encore assez le cas, mais ça va s'accélérer. Donc la formation, c'est déjà un atout, il faut le passer à l'échelle. Et la formation aujourd'hui, elle peut être numérique. Donc justement, pour répondre aux défis de la taille du continent, la formation numérique est un élément dans les sciences. Au passage, contrairement à la France, au Maroc, dans les études scientifiques, 50% de femmes. Donc, sur certains points, l'Afrique prend de l'avance sur l'Europe. Oui, sur ça, l'Afrique prend de l'avance. Oui. Et donc, ce lien, il est fondamental aussi pour l'Europe de manière désintéressée. Enfin, intéressée. Nous, Deloitte, on a, pour la Deloitte France et Afrique francophone, on a 2 centres de cybersécurité qui sont des centres d'excellence mondiaux, un à Paris, un à Casablanca. Le plus gros est à Casablanca, où on gère la cybersécurité de nos grands clients mondiaux. Parce que les talents sont là. Donc ça, et ça va accélérer le développement de l'Afrique. Il faut réussir la zone de libre-échange. Il faut investir dans l'information. Il faut quand même investir dans les infrastructures énergétiques. Parce on l'a dit ce matin, effectivement. Ouais. Et il faut de la stabilité réglementaire. Et c'est peut-être ça le défi ignoré de l'Afrique. C'est qu'aujourd'hui, quand vous investissez en Afrique, nos clients le font, nous le faisons. Il y a encore une tradition qui était très européenne il y a 50 ans qu'ils ont arrêté en Europe, qui est de faire rentrer les devises ou de combler les déficits budgétaires par des contrôles fiscaux opportunistes. Alors, ça fait rentrer les devises, effectivement, mais c'est un effet catastrophique sur l'investissement. Parce que quand vous n'avez pas de prévisibilité, de lisibilité sur la règle de droit réglementaire et que les administrations fiscales ont un opportunisme budgétaire, bah forcément, vous allez investir moins. Parce que oui, quel va de mon retour sur l'investissement? Et ça, c'est un défi qui est trop longtemps ignoré, mais il faut investir, il faut lever des impôts, il faut le faire de manière prévisible et lisible si on ne veut pas effrayer les investisseurs mondiaux. Et je veux dire un chiffre, parce que le grand défi de l'Afrique, il n'est pas chez elle, il est à l'étranger. L'Europe a besoin de 1000 milliards d'investissements dans la transition verte pour elle. Les États-Unis, 1000 milliards, peut-être même 1500 milliards pour elle. La Chine, pareil. L'Afrique vient en concurrence avec ça. Donc il faut qu'il trouve son mode de partenariat avec l'Europe, avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis, pour apporter une valeur ajoutée, sa démographie, son potentiel, sa biodiversité, pour trouver sa place dans le concert des grandes régions. Il y a une question, c'est qu'on l'a souvent dit, si on devait résumer, il y a 3 grands blocs, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'Asie, et puis il y a l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'ensemble, il n'y aurait pas une réindustrialisation, une industrialisation à inventer? Oui, mais il faut l'inventer, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Aujourd'hui, les relations Europe-Afrique sont déséquilibrées. D'une part, parce que l'Europe n'a pas compris que le premier partenaire de l'Afrique, c'est la Chine. Le second, pas loin, ça doit être l'Inde. Et l'Europe est en train de se marginaliser. Et troisièmement, parce que les relations Europe-Afrique sont trop fondées sur l'aide au développement. C'est important, mais on ne crée pas d'industrialisation avec de l'aide. On crée l'industrialisation avec des investissements qui ont un espoir de retour sur investissement. Donc, dans l'Europe-Afrique, il y a une nouvelle relation à créer. L'Afrique n'a pas besoin de l'Europe. Elle peut très bien se réussir avec la Chine, l'Inde et les États-Unis. L'Europe a un rôle à jouer si on arrive à trouver une relation synalagmatique, équilibrée, où l'Europe attend un retour sur investissement en termes de talent, en termes d'accès au marché, en termes de ressources, et où l'Afrique profite du savoir-faire technologique, du savoir-faire vert équilibré, parce que nos amis chinois, indiens, américains ne sont pas véritablement très avancés sur le développement durable. L'Europe l'est quand même beaucoup plus.
Et l'Afrique ne réussira que si elle fait l'industrie 4.0 directement, qu'elle développe une industrie respectueuse de sa biodiversité, sinon ça sera un échec. Et là, l'Europe a un rôle à jouer. Mais il faut inventer ce rôle fondé sur des intérêts communs bien compris, d'égal à égal, et créer quelque chose qui n'est pas la dérivée de l'histoire du XXe siècle. Donc pour vous, la réindustrialisation 4.0, c'est maintenant et il n'y a pas C'est d'autre indispensable. étape. Au déjeuner, on parlait avec le Premier ministre du Gabon de Petit-Longo, qui est un paradis sur terre au Gabon, une forêt primaire somptueuse. Le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon vert de la planète aujourd'hui. Donc ce serait vraiment un drame si l'Afrique s'industrialisait comme l'Europe l'a fait dans le passé, parce qu'elle détruirait une grande richesse naturelle. La technologie, le numérique, permet à l'Afrique de s'industrialiser directement sur le numérique, de faire des moyens de paiement sur les téléphones, des prestations sociales sur le téléphone. C'est ça l'avenir de l'Afrique. Elle a l'opportunité de faire un saut quantique. Et elle est directement à l'objectif que recherche le Grand Nord, les pays du Nord, qui, eux, ont dû passer par analogique. L'Afrique peut faire l'économie de la transition, elle doit faire l'économie de la transition. Et c'est là que les partenariats avec les blocs différents et variés, et avec l'Europe, vont être clés. On essaye d'avoir une prospective aussi, on part du constat aujourd'hui. Si on doit, et vous l'avez quand même donné quelques éléments de réponse, mais la coopération entre l'Europe et l'Afrique, aujourd'hui, est-ce qu'elle doit aller dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des choses, des points sur lesquels il faudrait accélérer? Et on l'a un petit peu dit sur la transition énergétique, il y a aussi le modèle un peu plus décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a des solutions parfois qui viennent du terrain et que tout ne doit pas venir d'en haut. La coopération Europe-Afrique, où la France reste le fer de lance de la coopération Europe-Afrique. On a le président chinois qui va venir en France, mais les flux commerciaux France-Afrique, c'est l'équivalent des flux commerciaux France-Chine. Il faut quand même garder ça en tête. Donc la France reste le tête de pont de l'Europe pour plein de raisons sur la relation avec l'Afrique. Pour autant, ces dernières années, l'Europe et la France ont perdu du terrain par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine. Les Américains commencent à arriver, mais eux, ils arrivent plus avec une logique d'aide au développement, un peu à l'ancienne européenne, pour le coup. Bon, ils ont des intérêts sur tout ce qui est minier aussi. Oui, alors les Américains sont un peu pour contrer les Américains sont plus sur la politique de sécurité et de défense vis-à-vis des Russes que sur l'économie aujourd'hui. Bon, on les connaît, ils peuvent évoluer assez vite. Alors, la Chine et l'Inde, ce sont des relations économiques qui visent la force de l'Afrique et ses ressources naturelles, qui est un bassin. Mais c'est aussi sa malédiction. Parce que le danger pour l'Afrique, c'est d'avoir des relations avec des partenaires qui ne soient fondés que sur l'exploitation de ces matières premières. C'est pas comme ça que le développement africain va se faire. Donc il y a à créer cette industrie. Là, l'Europe a un rôle à jouer. Il faut réinvestir. Nous, nos clients le font. On le fait modestement. Mais c'est vrai que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que vu les besoins massifs de financement de transition écologique en Europe, aux États-Unis et dès aujourd'hui en Chine et demain en Inde, que l'Afrique passe après. Tout ça, c'est pour ça qu'il faut inventer un modèle, et je pense qu'il est parfaitement inventable parce qu'on y travaille déjà, où l'Europe tire profit des actifs africains pour son propre développement. Je pense le bassin du Congo, qui est un excellent moyen de décarboner, de prendre du crédit vert, hein. Et l'Afrique tire profit du savoir-faire européen pour accélérer son développement numérique. Il faut trouver cette connexion, parce que si chacun le fait de son côté, l'égoïsme régional, voire national, fait que finalement l'Afrique n'aura que la portion congrue des investissements parce que chacun le fera pour eux. Et là, on aura tous perdu une grande chance collectivement au XXIe siècle. Donc on peut rester optimiste à condition que toutes les bonnes volontés s'alignent. Il faut être optimiste et encore une fois, il faut connaître l'Afrique, il faut aller en Afrique en fait. Et la vision de l'Afrique en Afrique n'a rien à voir avec la vision de l'Afrique depuis Paris. L'Afrique s'est beaucoup développée. C'est bon, la taille du continent fait que tout est un peu plus compliqué vu la taille, mais aussi les enjeux sont d'autant plus importants. Non, l'Afrique se développe très bien, avec beaucoup de... Encore une fois, sa richesse démographique est une richesse stratégique qui va durer. C'est pour le XXIe siècle qu'elle l'a. Donc, c'est plus à ses partenaires, Europe, Chine, Inde aujourd'hui, de trouver leur place dans ce développement. Donc finalement, c'est l'Afrique qui mène le jeu, quelque part. Elle mène le jeu pour elle. Mais l'enjeu pour l'Afrique, c'est de réussir sa zone de libre-échange, de construire une Union africaine où la collaboration entre les pays africains est beaucoup plus forte, à peu de compétition interne, ça ne mange pas de pain, c'est ça, mais où la collaboration et où les échanges intra-africains se développent et où l'Afrique crée son propre marché, sa propre industrie pour elle, pour son continent, plutôt que de toujours regarder à l'extérieur avec des relations
encore une fois, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 2% de la chaîne de valeur économique versus 25% pour la Chine. Un élément de réponse, c'est de développer les commerces intra-africains, les investissements intra-africains, en plus des autres. Si ça reste purement des investissements directs étrangers, le développement sera trop lent. Et plus fragile. Et plus fragile. Plus fragile. Merci beaucoup, Gianmarco Manselato, plaisir. pour avoir partagé votre vision avec nous. Et on enchaîne avec un prochain sujet qui est la valorisation de l'innovation en santé. Et il y a aussi beaucoup de choses à dire. Merci.